À Nancy, le jeudi 26 août 2021, au Centre des Congrès Prouvé, organisé par la coopérative Wellcop, se sont tenus les défis de la santé. 4 conférences table ronde animées par le journaliste Ariel Wiesman et le directeur de la communication de la coopérative Wellcop, Olivier Morlot. L'enjeu de cette journée, comprendre et agir pour penser la santé autrement. La seconde conférence avait pour thème « Économie de santé, vision macro et micro ». Regard croisé entre deux économistes de premier plan, bienvenue au défi de la santé 2021. Je voudrais vous présenter avec Ariel notre tableau consacré à l'économie de santé, vision macro et micro. Pour cela, deux personnalités du monde économique. Le premier, il se définit comme un essayiste, il est économiste, il est directeur fondateur d'un cabinet qui s'appelle Asterès, un cabinet indépendant qui donne des conseils en matière économique. Il vient de publier son dernier ouvrage qui s'appelle Homo Sanitas. Le second personnage que nous allons accueillir, il est président aussi fondateur d'un cabinet qui s'appelle ACDFI, toujours pareil, cabinet indépendant qui s'adresse en termes de conseil économique et financier aux entreprises, même aux particuliers. Son dernier ouvrage, c'est Reset. Vous avez d'ailleurs pu rencontrer ce personnage-là à travers Wellcop Channel. Je vous demande de bien vouloir accueillir messieurs Nicolas Bouzou et Marc Toiti. Marc, Nicolas, merci d'avoir répondu présent. Avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être là. Bonjour. Alors, on va planter le décor. On parle d'économie de santé. La première chose, je pense qu'il faille indiquer, c'est où se situe la France aujourd'hui en termes de dépenses de santé versus le monde, si j'ose dire. Alors, il y a deux types de dépenses de santé. Il y a les dépenses de santé au sens large qu'on va faire. Et puis à côté, vous avez les dépenses de santé obligatoires, d'un point de vue effectivement essentiellement public. Donc on voit que le numéro 1, justement, c'est le pays entre guillemets du libéralisme, c'est-à-dire ce sont les États-Unis. Donc il n'y a pas de dichotomie entre libéralisme, comme on l'entend souvent, et dépenses de santé. C'est simplement, et on le voit d'ailleurs, les États-Unis qui sont le pays le plus développé de la planète, où justement on consacre énormément à la santé. C'est ça qui est très important. Si nous prenons la France, en termes de dépenses de santé, vous voyez, il y a une sorte de trio, Allemagne, Suisse, France. Donc c'est les chiffres de l'OCDE tout à fait officiels. Nous sommes numéro 2 au niveau mondial des dépenses de santé. La moyenne de l'OCDE, c'est autour des 8,8%. Vous voyez que nous, on est à 11,5%. Et si on prend les dépenses obligatoires, vous voyez, on est un peu comme en Allemagne, autour des 9,5% de notre PIB. Donc ça veut dire que nous sommes bien placés d'un point de vue de la santé. Et j'ai envie de dire, tant mieux, parce que grâce à cela, avoir une population en bonne santé, cela permet effectivement d'avoir une stabilité sociale, sociétale. Donc ça, c'est absolument indispensable. Sinon, évidemment, on aurait de graves difficultés d'un point de vue social, mais également ensuite économique. Alors, comment se fait-il que dans cet univers où la santé est si bien partagée, il y ait encore des gens, ou de plus en plus même, qui se plaignent de ne pas recevoir assez de soins à leur sens, ou même qui se plaignent de l'intervention de la médecine dans leur vie? Alors voilà, tout le problème, c'est qu'effectivement, ça c'est une moyenne, et que dans la société française, il y a encore malheureusement pas mal de disparités. Quand on voit ces dépenses, évidemment, il y a des personnes qui ont les moyens, qui justement vont engager des dépenses de santé faramineuses, alors que d'autres, malheureusement, ne vont pas forcément avoir ces moyens. Donc tout le problème aujourd'hui que nous avons dans cette pandémie notamment, et dans la sortie de crise, c'est d'avoir une meilleure redistribution. Au niveau planétaire, qu'on ait une idée, c'est quoi le volume des dépenses de santé? Alors, je ne sais pas ce que ça vaut, ces informations-là. En 2017, pour qu'on ait une idée, le total exprimé en dollars, ça serait 7 800 milliards de dollars. C'est une étude qui est parue
Oui, alors bon, après, c'est vrai que c'est compliqué. Si on regarde les chiffres de l'OCDE, si tu veux, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la moyenne mondiale, hein, enfin de l'OCDE, du moins, on est autour des 8%. Si tu prends la planète, parce que là, évidemment, l'OCDE, c'est quand même les pays développés, ça représente à peu près, ce qui compte, c'est pas tellement le chiffre, c'est surtout la part par rapport à l'ensemble de la richesse. On serait autour des, je pense, 4 à 5%. Donc c'est ça tout le problème, c'est qu'au niveau mondial, on a de fortes disparités. Donc là, on voit effectivement l'évolution hein, depuis les années 90, ça ne cesse effectivement d'augmenter. Donc là, c'est la part des dépenses de santé. Donc ça, c'est la France, hein, bien entendu. Vous voyez, dans les années 90, on était à 8% de notre richesse. Là, on est donc à plus de 11%. Donc c'est vrai que c'est une tendance qui augmente et qui va continuer d'augmenter. Pourquoi? Alors, évidemment, déjà parce que malheureusement, il y a eu cette pandémie, mais surtout, et c'est une bonne nouvelle, parce qu'on vit de plus en plus vieux. Et donc, c'est vrai que quand on vit plus âgé, là, il y a pas mal de dépenses de santé. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on oublie trop souvent en France. On a une chance historique, c'est que dans les années 50-60, l'espérance de vie à la naissance, comme on l'appelle, c'était autour des 65 ans. Aujourd'hui, on est à 80 ans pour un homme, 85 ans pour une femme. Mais si on regarde le graphique suivant, là, je vous ai effectivement montré que justement, il faut préparer aujourd'hui sa retraite. Parce que dans les années donc, 60, on vivait en moyenne 2 ans à la retraite. Là, on vit autour des 20 ans, 23 ans à la retraite. Ça peut être rassurant qu'on dépense plus pour la santé en France. Ouais. Mais est-ce que ces dépenses, elles sont bien orientées? Parce que tu peux très bien augmenter les dépenses de santé, mais si elles terminent un petit peu à l'instar des milliards américains versés en Afghanistan qui n'ont jamais atteint la poche des militaires, ça ne sert pas à grand-chose. Donc le constat, oui, on augmente les dépenses de santé, mais est-ce que c'est bien orienté? Alors tout le problème est là. Encore une fois, c'est en termes, on va dire, c'est vrai que ce terme est un petit peu galvaudé, l'efficacité économique. On dit, non, pour la santé, il n'y a pas d'efficacité. Ben, si aussi, c'est-à-dire que globalement, est-ce qu'on a une amélioration globalement de la santé globale? Comme on vit de plus en plus vieux, ça c'est bien. Après, il faut voir si on vit de plus en plus vieux en bonne santé. Ouais. Ça c'est effectivement la grande difficulté. D'où tout l'aspect que nous avons en France, c'est souvent du curatif, alors qu'on doit développer, je sais ce que vous faites chez WellCop, effectivement le préventif. Donc là, effectivement, pour éviter justement d'avoir des dépenses de santé pour rien, entre guillemets. Donc là, moi, je montrais cet exemple parce que c'était la question justement de savoir quel a été l'impact de la pandémie sur notre économie. Donc là, on voit les chiffres. Alors depuis, l'INSEE a révisé un petit peu. En 2020, le PIB français a chuté de 8%. Donc là, on voit l'évolution du PIB français, donc de la richesse créée en France. En fait, en France, on a eu très peu de récessions. On le voit ici, une en 75, une en 93, une en 2009, et donc évidemment la plus grosse en 2020. Et donc là, ça répond en partie aussi à ta question, c'est que la dette publique en 2020-2021 a augmenté de 560 milliards d'euros. C'est une somme quand même énorme, si tu veux. Et malgré cela, on a quand même fait une baisse du PIB de 8% l'année dernière. Et cette année, le gouvernement part d'une croissance de 6%. Je pense qu'on sera autour des 5,5%. Mais ça fait cher payer le 10e de point de croissance. Donc c'est là tout l'enjeu. Et je l'ai dit à Bruno Le Maire, on était avec Nicolas d'ailleurs cette réunion, quand il nous posait les questions pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. Moi j'ai dit, attention Bruno, faites attention, ne dépensez pas trop. Il faut garder des cartouches pour la reprise. Et c'est un petit peu le piège dans lequel on est aujourd'hui, c'est qu'on nous dit, bon, il faut enlever le quoi qu'il en coûte, il faut enlever la perfusion. Et vous avez écouté? Ben non, malheureusement. Enfin, je ne sais pas ce que tu l'as dit, Nicolas, après, mais en tout cas, moi, je l'avais dit. Et effectivement, il ne nous a pas écoutés, ils ont lâché complètement. Et donc, tout le problème est là, c'est qu'il faut orienter, effectivement, ces dépenses publiques. Voilà, ça, c'est l'enjeu, effectivement, de la dépense publique. Vous voyez que, normalement, enfin, ça, on l'a oublié, mais ce qu'on appelle la théorie keynésienne de relance, hein, c'est-à-dire Keynes, c'est l'économiste qui a sorti le monde de la crise de 29, entre guillemets, en permettant justement de faire des relances budgétaires. Ce qu'on oublie, c'est que la relance, c'est quoi? C'est qu'en fait, quand ça va mal, il faut faire du déficit pour relancer la machine. Mais par contre, quand ça va bien, quand les moteurs privés ont pris le relais des dépenses publiques, à ce moment-là, ça ne sert à rien de faire de la relance. Donc il faut retrouver un équilibre, voire un excédent budgétaire qui permettra de relancer la machine. Donc c'est dynamique, si vous voulez. Le problème qu'on voit sur ce graphique, c'est qu'en France, le dernier excédent public, il remonte à quand? Regardez, c'est le petit truc bleu au tout début du graphique, vous voyez, 1974. Donc depuis 1974, on n'a eu que des déficits publics en France, effectivement. Donc ce qui fait que l'année dernière, quand est arrivée la crise, on a eu un déficit public qui est monté à 9,2% du PIB, évidemment un record, alors que les Allemands, ils étaient en déficit à 4%. Et cette année, on nous dit, malgré la reprise, on va encore augmenter, effectivement, ce déficit à 9,4%, ce qui va évidemment faire flamber la dette publique à quasiment 120% du PIB. Alors, c'est vrai qu'il y a un paradoxe. Pour le moment, malgré cette dette publique qui explose, eh bien, nous avons des taux d'intérêt qui sont extrêmement bas. Pourquoi? Parce que c'est la Banque Centrale Européenne qui rachète ses dettes. Donc on a une sorte d'anomalie où, malgré la flambée de la dette publique,
eh bien, les taux d'intérêt sont bas. Ça, c'est très dangereux, parce que ça nous déresponsabilise. C'est-à-dire, moi, pendant des années, quand j'allais voir depuis Chirac jusqu'à Hollande, etc., quand on leur disait, faites attention, si vous augmentez le déficit public ou la dette publique, les taux d'intérêt vont augmenter, et donc vous allez casser la croissance. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, mais attendez, mais arrêtez avec vos bêtises, on s'en fiche de la dette publique. Parce que plus ça augmente, plus les taux d'intérêt baissent. Donc ça, c'est un monde complètement anormal. Et c'est là, ce qui est complètement fou, c'est que quand on va sortir de cette pandémie, j'espère le plus vite possible, on va retrouver un monde normal. Donc le monde normal, c'est quoi? C'est qu'on enlève la perfusion et que les taux d'intérêt vont commencer à augmenter. Et donc on ne pourra plus continuer cette augmentation de la dette publique. Est-ce que c'est quelque chose d'anormal ou est-ce que c'est un nouveau normal en quelque quelque sorte? Ce monde endetté où les taux d'intérêt sont bas. Alors ça, c'est une règle de science physique, j'ai envie de dire. C'est que les arbres ne montent pas au ciel. C'est-à-dire que tôt ou tard, il faut que ça s'arrête. On sait bien que tout le problème de la dette, ce n'est pas tellement le niveau, effectivement. C'est surtout ce qu'on appelle la soutenabilité de la dette. Ça veut dire que si je m'endette, on s'endette tous pour acheter notre appartement, pour investir. Le président l'a dit hier, bravo, il faut investir, il faut innover, on va en développer tout à l'heure, mais il faut s'endetter, bien sûr, mais à une condition. Il faut que cette dette soit soutenable. Ça veut dire qu'elle génère suffisamment d'activité économique, de croissance, de revenus, pour au moins rembourser les intérêts de la dette. Or, nous, si on regarde en France sur une longue période, depuis 2007, on n'y arrive plus. Alors, les taux d'intérêt ont un peu baissé, donc là, ça va mieux, mais néanmoins, on n'a pas assez de croissance juste pour rembourser les intérêts de la dette. Donc, pour rembourser ces intérêts, il faut encore s'endetter. Et ça va s'arrêter quand, selon Alors, Jean-Marc? bon, après, ça, c'est le problème des prévisions. Vous savez pourquoi on a créé les économistes, hein, pour que les météorologues ne soient pas les seuls à se tromper. Alors, vous savez, donc, c'est-à-dire que ça, faire la prévision, c'est compliqué. Bon, là, il y a une échéance dont personne ne parle, les élections législatives allemandes. Donc, jusqu'à présent, c'est Mme Merkel qui, disons-le, a sauvé la zone euro, a tout fait pour qu'on continue la planche à billets, etc. Son remplaçant, enfin, on ne sait pas qui c'est encore exactement, mais globalement, la coalition qui se dessine a dit, attention, il faut faire preuve de sérieux budgétaire. Donc là, ça change tout. Alors, ça veut dire qu'effectivement, est-ce qu'on va pouvoir continuer? Je pense que ça va être très compliqué. Alors, M. Macron, évidemment, met la pression sur Mme Lagarde, qui est la présidente de la BCE, pour maintenir effectivement cette planche à billets jusqu'en avril 2022. Je ne sais pas ce qu'il y a en avril 2022, mais bon, jusque-là, pour tout maintenir. Mais est-ce qu'il va se passer après? Si en avril 22, c'est Thierry Chapuzot qui prend sa retraite. Voilà, c'est pour ça, voilà, exactement. Donc, les deux vont de pair. Tout est lié, Les deux vont de c'est pair, évident. effectivement. Mais donc, c'est vrai que ça, à partir du moment où ça va s'arrêter, là, on va retrouver un monde normal. Par rapport à ta façon de voir les choses, est-ce que Nicolas Bouzou partage cet avis-là? Oui, bien sûr, globalement, je partage l'avis de Marc Toiti, même dans le détail, peut-être deux ou trois compléments par rapport à ce que tu as dit. Sur la question des dépenses de santé, ce qu'il faut savoir, c'est que la santé, c'est ce qu'on appelle en économie un bien supérieur. C'est-à-dire que les dépenses de santé augmentent toujours plus que le revenu. Donc le fait que les dépenses de santé augmentent dans le PIB est quelque chose qui est complètement normal, qui est logique, et ça va continuer. Aujourd'hui, dans les pays développés, les dépenses de santé, ça représente 8-10% du PIB, mais on va passer à 12, 14, 15%, pour la raison que je viens d'indiquer, qui est une raison quasiment anthropologique. C'est-à-dire que plus vous êtes riche, plus vous investissez dans la santé. D'ailleurs, de façon tout à fait extrême, vous le voyez quand vous regardez les grands milliardaires aujourd'hui. Mark Zuckerberg a créé une fondation avec son épouse, qui s'appelle la Chan Mark Zuckerberg Foundation, qui vise à éliminer toutes les maladies à l'horizon 2100. Elon Musk investit énormément dans la santé. Jeff Bezos a énormément, via Amazon d'ailleurs, investi dans la santé. Donc Google, j'en parle pas. Vous avez une entreprise, une filiale de Google qui s'appelle Calico, dont le but est d'arriver à vaincre la mort, au fond. Donc cette idéologie transhumaniste, le fait qu'elle soit partagée par tous les milliardaires, n'est pas du tout un hasard, si vous voulez. C'est quelque chose qui est logique. Donc les dépenses de santé, elles augmentent, et c'est très bien. En France, d'ailleurs, en réalité, elles n'augmentent pas assez, puisqu'en France, elles sont rationnées. Vous savez qu'elles sont votées tous les ans par l'Assemblée nationale, ce qu'on appelle l'ONDAM, qui se divise, vous connaissez ça par cœur, en ONDAM de ville, ONDAM hôpital, etc. Donc en fait, les dépenses en France, elles sont contraintes. On est dans une sorte de système soviétique où c'est le Parlement qui vote la progression des dépenses de santé. Et en fait, les dépenses de santé progressent assez peu. Je mets de côté, bien évidemment, l'épisode Covid, mais avant l'épisode Covid, nos dépenses de santé en France augmentaient de l'ordre de 2-2,5%. Ce que nous montrent les études économétriques, c'est que si on était dans un monde en réalité libéral, c'est drôle parce que souvent les gens assimilent le libéralisme au fait de contraindre les dépenses de santé. C'est pile l'inverse. Moi, je suis un libéral, et en fait, si on libérait les dépenses de santé, elles n'augmenteraient pas de 2-2,5%, mais ce que nous montrent les études, c'est qu'elles augmenteraient plutôt de 4-4,5% par an, parce que c'est ce niveau d'augmentation des dépenses qui est compatible avec les évolutions technologiques qui coûtent cher, dont on va parler tout à l'heure, qui est compatible avec le vieillissement de la population. Vous savez que les dépenses de santé
augmente au fur et à mesure du temps. D'ailleurs, une toute petite anecdote, je ne dis pas ça pour parler de moi, mais il se trouve qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire. C'est super sympa, mais ce n'est pas l'aboutissement de ma réflexion. Et alors, j'ai 45 ans. Et alors, 45 ans, je suis tombé là-dessus, sur ce chiffre, par hasard l'année dernière. C'est l'âge de la vie. Alors, d'une part, comme vous savez, c'est l'âge de la vie auquel vous êtes le moins heureux. Hein, vous savez que la courbe du bonheur augmente avec l'âge. Moi, ça, je ne dis pas du tout ça pour moi, ça va très bien. Mais c'est aussi, et je ne sais pas si c'est lié, l'âge de la vie, 45 ans, où vous avez le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé, mais surtout le taux de dépenses publiques reçues le plus faible. Pourquoi? Parce que les dépenses publiques reçues, elles sont importantes au début de la vie, quand vous vous scolarisez, et elles sont importantes plus tard, quand vous utilisez les dépenses de santé, quand vous êtes à la retraite, etc. Et donc vous voyez qu'elles suivent cette courbe en U. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Pour vous dire que les dépenses de santé dont parlait Marc Toiti tout à l'heure, elles sont redistributives, je suis entièrement d'accord, elles font partie de notre modèle social. Mais en France, quand même, globalement, elles ont des résultats, elles génèrent des résultats qui sont plutôt positifs. Quand vous regardez les indicateurs qui concernent la santé publique en France, il y a plein de choses à améliorer, mais ils sont quand même très bons. Et quand on compare notamment aux États-Unis, ne serait-ce que l'espérance de vie à la naissance, elle est extrêmement forte en France. Alors, ce n'est pas lié simplement à notre système de soins, c'est aussi lié à notre mode d'alimentation, au fait que le taux d'obésité en France, il est de 15%, il est relativement élevé, mais il est quand même beaucoup moins élevé que dans beaucoup d'autres pays. Mais c'est aussi lié à un système de soins qui est quand même remarquable, notamment, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément intuitif, pour les maladies qui nécessitent le plus de technologie et le plus de soins. Si je voulais caricaturer en France, je dirais que quand on n'a pas du tout d'argent et qu'on souffre d'un cancer, on est mieux soigné que quand on n'a pas d'argent et qu'on a une carie. L'accès aux soins dentaires en France, il est parfois un peu inégal et un peu compliqué. Si vous souffrez d'un cancer, vous allez pousser la porte d'un centre de lutte contre le cancer, vous ne paierez rien et vous aurez les meilleurs soins au monde. Donc il vaut mieux avoir un cancer qu'une carie? Non, certainement pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des forces de notre système de santé qu'on ne voit pas forcément parce qu'on râle. Et c'est bien normal, on critique et on a bien raison de critiquer parce qu'on critique aussi pour améliorer les choses. Mais comme le disait Marc, j'étais très sensible à la tonalité de ton intervention parce que je la partage. Et nous deux, on critique souvent, mais en même temps, il faut quand même remarquer qu'il y a des choses qui fonctionnent remarquablement bien. Juste une incise prospective sur ce transhumanisme, entre guillemets. On voit d'une certaine manière les ultra-riches ou les ultra-libéraux se créer une sorte de médecine immortaliste. Et en quelque sorte, est-ce qu'on peut imaginer que ça viendrait en concurrence des États dans l'avenir, c'est-à-dire cette espèce de médecine de fondation privée qui challenge en quelque sorte les systèmes publics qui visent juste à entretenir le citoyen? Oui, je pense que c'est le risque que tout le monde a en tête, mais très honnêtement, ça ne m'inquiète pas énormément parce que la demande, on l'a bien vu pendant cette pandémie, socialement, la santé, c'est vraiment au cœur des aspirations des gens. C'est-à-dire que les gens, alors ça ne veut pas dire que les gens veulent être toujours en bonne santé. On sait bien qu'il y a des moments de la vie où on est malade et on n'y peut rien. Mais les gens veulent avoir un accès à la santé et ça me paraît absolument légitime. Et donc, je pense que la pression démocratique pour que ne se crée pas justement un système à deux vitesses est suffisamment forte pour que ça n'arrive pas. Et je le disais, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais en matière, par exemple, d'accès à l'innovation thérapeutique, en France, on est très bon. On est même l'un des meilleurs pays au monde pour ce que l'on appelle l'accès aux essais cliniques. Nous, chez Asterès, on fait beaucoup d'études là-dessus, sur la façon dont dans les pays on peut accéder à des thérapies innovantes. Il y a un véritable modèle français en réalité. Alors ça, notre côté égalitariste a plein de mauvais côtés parce que c'est agaçant, parce que les gens sont jaloux, parce qu'il y a plein d'impôts et que c'est super agaçant. Mais il y a quand même un bon côté, c'est que sur certains sujets critiques, comme par exemple l'accès à l'innovation en santé, on est plutôt bon. Est-ce que je peux juste compléter, parce que j'ai la parole, mais par rapport à ce que dit Marc, je partage bien évidemment ce que dit Marc sur la crise. Peut-être juste deux choses à ajouter. Enfin, un complément et puis pour le coup,
très légère nuance, mais c'est le débat amical. Le complément, ça aussi, je suis très content que tu aies dit ça, parce qu'en effet, c'est mal compris. La santé et l'économie, ça va ensemble. Et on l'a vu pendant cette crise. Moi, ça fait 1 an et demi que je ne cesse de le répéter. La conjoncture, elle est corrélée à l'épidémie. Et on aura une vraie reprise économique quand on sera sorti de l'épidémie. C'est la raison pour laquelle j'ai été un immense promoteur des vaccins, parce que c'était le meilleur outil de politique économique. Peut-être alors toute petite nuance par rapport à Marc, mais moi je pense que le quoi qu'il en coûte a été un immense succès. Voilà. Je pense que c'est une politique qui était justifiée. C'est un gros point d'achoppement. Je pense qu'il fallait soutenir les entreprises, qu'il fallait soutenir les gens. Il n'y a quasiment pas eu de destruction d'emplois. La récession est la plus forte depuis 80 ans. Il y a eu assez peu de destruction d'emplois, en tout cas eu égard à la récession. Il n'y a pas eu de faillite d'entreprise. Les faillites d'entreprise, elles sont toujours à des niveaux inférieurs au niveau d'avant-crise. Donc je pense que c'était une politique qui était moralement justifiée. Je pense qu'elle était efficace, parce que dans Nancy, hier soir, tous les restaurants étaient ouverts et pleins. Tous les restaurants étaient ouverts et pleins parce qu'ils n'ont pas fait faillite. S'ils avaient fait faillite, il n'y aurait pas de restaurant. Donc je pense que c'est bien. Je pense que si on n'avait pas fait le quoi qu'il en coûte, on aurait eu le qu'il en coûte. C'est-à-dire qu'il y aurait eu tellement de faillites et de chômage que vous auriez eu la même explosion de la dette publique. Donc on aurait la même situation de finances publiques, mais on n'aurait pas la reprise économique que l'on a. Bien sûr, ça a un coût en matière de dette publique, mais ce coût, on va le gérer par la croissance, par l'activité économique. C'est la raison pour laquelle, moi, ma seule obsession, c'est de sortir de la crise et d'en sortir le plus fort possible. Et la bonne nouvelle, et je m'arrête là, peut-être qu'on y reviendra dans quelques instants, mais la super bonne nouvelle, et ça c'est super important pour vous, c'est que cette période atroce a considérablement accéléré l'innovation en santé pour le meilleur. On va y revenir, Nicolas Bouzou. Tout à l'heure, tu as parlé d'innovation. Moi, ce que je vous propose, c'est une petite incrustation welcopienne de quelques minutes. Et je vous demande de bien vouloir accueillir, à propos d'innovation, il est directeur de la division e-santé Pharmagest, monsieur Tristan Deboff. Bonjour à tous et merci aux intervenants. Bonjour Tristan. Alors, on l'a vu, Marc Toiti tout à l'heure exposait des budgets bien différents selon les pays. On n'est pas tous logés à la même enseigne. Est-ce que tu peux nous donner quelques explications sur le plan déjà purement organisationnel et la ligne de conduite que suit Pharmagest et à travers justement, notamment ton département? Peut-être expliquer. Alors avant de parler de mon département, je vais rebondir sur ce qu'a évoqué Marc Toiti. On a effectivement des budgets qui sont assez différents, même de l'ordre de 1 ou 2%, ça peut représenter des sommes assez considérables. Au niveau opérationnel, ce dont on se rend compte, c'est que le budget n'est pas proportionnel au résultat. C'est-à-dire que l'efficience des systèmes de santé n'est pas forcément proportionnelle au budget qu'on y met. On a des exemples en plus, on a des logiques assez différentes en fonction des pays. Aux États-Unis, on parle beaucoup de systèmes de soins complètement intégrés, où le payeur et les producteurs de soins sont intégrés au sein d'un réseau de soins. Et donc c'est assez différent de la France. En Espagne, on a une logique beaucoup plus régionale, où on va avoir effectivement les régions qui ont une certaine forme d'autonomie, avec des budgets régionaux, et qui sont censés garantir, avec des indicateurs assez précis, la santé de leur population régionale. Donc eux, le principe de surfacturer, ce n'est pas du tout dans leur mentalité. Alors la France, comme tu l'évoquais, c'est assez flagrant, est un pays assez centralisé. Donc on a un échelon national qui va effectivement voter les budgets. On a un payeur qui est un peu prédominant, qui est la CNAM, même s'il y en a d'autres. Et donc cet échelon national est relayé par les agences régionales de santé, dont on a beaucoup parlé pendant la crise, qui vont se charger de coordonner l'offre de soins dans la région. Et enfin, dernier échelon, les producteurs de soins, au premier rang desquels le système hospitalier. Puis le premier recours, la médecine de ville, etc. Alors, le système hospitalier, on est quand même dans un système hospitalo-centré, et je vais rebondir. Moi, je choisis la CARI, personnellement, mais c'est significatif, c'est significatif du fait que quand on rentre dans le système hospitalier, c'est très très bien géré, mais quand on est dans du premier recours, voire du dentaire, voilà, c'est un système différent. Tristan, moi je voudrais qu'on parle un petit peu de cette coordination, du partage d'informations, parce que le partage d'informations, je ne sais plus à qui je racontais ça, mais au sein d'un même hôpital, entre le desk d'accueil, le service anesthésie, le service chirurgie ambulatoire, le service radiologie-échographie,
c'est complètement étanche, il n'y a aucune information qui transpire. Et le patient va réciter sa litanie à 4 reprises. Il y a maintenant des outils digitaux qui permettent, entre autres, de s'adapter à ces transferts d'informations pour le plus grand bénéfice, bien évidemment, du patient et puis des professionnels de santé. Alors, je vais porter la contradiction. Je pense que ce que tu viens d'évoquer est faux et de plus en plus faux au sein de l'hôpital même. Et c'est d'autant plus faux si l'hôpital utilise la solution Axigate. Je t'attendais là-dessus. Évidemment. Les systèmes d'information hospitaliers se concentrent. D'ailleurs, les éditeurs sont de moins en moins nombreux. Et on a des systèmes hospitaliers intégrés. Le sujet qui est dans l'air à l'heure actuelle et qui est porté par les ARS, c'est beaucoup plus sur la coordination. Et l'ambulatoire pousse à ça. La coordination entre l'hôpital et la ville et la coordination de tous les acteurs du soin. Ça, c'est un vrai sujet. C'est impulsé par le programme Ma Santé 2022 au niveau national. Et en fait, on redécouvre l'eau chaude, peut-être, mais c'est autour d'un patient. On parle maintenant du parcours patient, avec des parcours en fonction des pathologies, parcours autour de la cancéro, dont on parlait tout à l'heure. La maternité est un parcours en tant que tel. C'est aussi ce qui coûte beaucoup d'argent, de vraiment coordonner les acteurs du soin, pour éviter, par exemple, dans une certaine rationalité économique, de devoir répéter des radiographies tout au long de la pathologie qui va durer 9 mois ou 6 mois ou plusieurs années. Donc, cette coordination des acteurs, de tous les acteurs, est extrêmement importante. C'est porté par la vision Ma Santé 2022 de manière assez forte, relayé par le numérique, et on va en parler juste après. Et ça inclut maintenant, désormais, et ça c'est assez nouveau, le social. Donc, par exemple, le handicap, la CNSA est dans ce programme, extrêmement impliqué. Les aidants, ce qui est assez nouveau, et le patient lui-même. On n'en est pas encore à pousser énormément la prévention, mais c'est un préliminaire, on dirait. Enfin voilà, on pense que ça va faciliter la prévention. Alors si je me permets de profiter de la présence de 2 économistes, une réflexion m'est venue en préparant cette intervention. Le système de santé dont je parlais tout à l'heure, qui est différent suivant les pays, influence-t-il nos comportements? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un système de santé qu'on considère comme gratuit, ce qui n'est pas tout à fait le cas, qu'on considère comme le meilleur du monde, ce qui n'est pas tout à fait le cas non plus, et qu'on considère comme devant être accessible à tous, ce qui n'est non plus pas le cas. Est-ce que ce système influence notre propre comportement, notamment en termes de prise de risque et de prise de responsabilité? Est-ce que l'homo santé, santeus, est un homo economicus rationnel? Voilà, c'est une réflexion qu'on pourra partager plus tard. Je ne sais pas, on va leur demander, Marc. Non, c'est une excellente question. C'est un peu le problème de l'aléa moral que j'évoquais tout à l'heure. C'est effectivement le fait que ça soit gratuit, finalement, on ne se rend pas forcément compte de la chance que nous avons, si vous voulez. Donc, effectivement, on va avoir parfois des comportements. Alors, bien sûr, on ne va pas parler des gaspillages, des abus, etc. Mais c'est vrai que si vous prenez des pays, voilà, comme par exemple la Nouvelle-Zélande, on parle beaucoup, ou Israël, etc. Quand vous avez aujourd'hui une pathologie, quelle qu'elle soit, vous ne pouvez pas aller voir plusieurs médecins. Ou alors, vous pouvez le faire, mais si vous le faites, alors là, vous allez payer le vrai coût. Vous voyez. Donc, c'est-à-dire, il y a une sorte de juste prix qui est là et que nous avons malheureusement perdu. Donc, c'est vrai que c'est une chance, il faut l'avouer, c'est une chance énorme, mais peut-être qu'effectivement, il y a de la déperdition, entre guillemets. On a un problème, je pense, de règles du jeu dans notre société, en France. C'est que, voilà, on nous dit, depuis qu'on est tout petit, on nous dit, voilà, vous inquiétez pas, c'est vrai qu'en France, on paye beaucoup d'impôts, mais tout est pris en charge. C'est all-inclusive. Donc, vous inquiétez pas, vous ne paierez pas l'école, vous ne paierez pas la santé, vous ne paierez pas la retraite, etc. Et puis, évidemment, quand on voit que ce n'est pas le cas, parce que ce n'est plus le cas aujourd'hui, le gros problème de la France, malheureusement, qu'on vit depuis quelques années, ce n'est pas les très riches ou les très pauvres, c'est le milieu. C'est ce qui fait la force d'une économie, c'est sa classe moyenne. Et ce qui a fait les Gilets jaunes, par exemple, c'est que la classe moyenne d'en bas est en train de s'appauvrir. C'est ça qui est dangereux. C'est des gens à qui on a dit toute leur vie, ne vous inquiétez pas, même si vous n'êtes pas d'études, même si vous n'avez pas un super métier, mais on va vous prendre en charge. Et là, c'est évidemment de plus en plus difficile. J'ai lu qu'en d'ici 2030, je lis mes notes, les plus de 65 ans progresseront de 60%, ça correspondra à 1 milliard de terriens. Voilà, exactement. Non, mais le vrai enjeu, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, si vous voulez, là, vous avez ce qu'on appelle le taux de remplacement quand vous allez en retraite. Quel est votre revenu par rapport à votre revenu avant la retraite? Donc, dans les années 40, vous voyez, vous avez à peu près, à l'époque, quand on allait à la retraite, on touchait 80% de son revenu. Donc là, c'est les projections du ce qu'on appelle le COR, le Centre de réduction des retraites, tout à fait officiel. Donc là, on est en train de tomber à 61%
C'est-à-dire quand vous partez à la retraite, bon, président, j'espère que vous avez anticipé votre retraite, hein, mais c'est vrai que vous ne touchez plus que 61% de votre revenu précédemment. Donc, si vous n'avez pas anticipé ça, là, vous allez avoir des vraies difficultés. Parce que comme on vit de plus en plus longtemps à la retraite, on vit aujourd'hui 25 ans, alors qu'on vivait effectivement 2-3 ans à la retraite dans les années 50-60. Donc on vit de plus en plus longtemps, tant mieux, mais il faut des moyens, il faut pour les dépenses de santé, etc. Donc si on compte que sur le système de retraite par répartition, on risque d'avoir des petites surprises, pour une raison simple, c'est que dans les années 50, on avait 3,1 actifs pour un retraité, donc c'était facile à financer. Aujourd'hui, on a 1,3 actifs pour un retraité. Donc si vous ne comptez que sur le système de répartition pour payer votre retraite, vous allez être déçu. Donc c'est le conseil que je vous donne, un conseil d'amis, anticipez. Sans compter le chômage des 50-65 avant qu'il faut. Exactement. Donc anticipez le plus tôt possible, effectivement, pour constituer votre retraite. Et ça, c'est important également pour les dépenses de santé, parce que si justement, effectivement, l'État n'est pas forcément là pour nous aider, on va devoir compter de plus en plus sur nous. D'où le taux d'épargne français qui est un des plus élevés au monde. Exactement. Et d'ailleurs, on l'a vu pendant la crise, hein, c'est aussi, on a quand même, effectivement, donné de l'argent aux Français, on a très bien, sauf que l'épargne des Français a augmenté de quasiment 200 milliards d'euros. Et quand vous dites ça à certains, alors on ne doit pas voir les mêmes, Nicolas, des fois dans la rue, mais moi, ils me disent, mais non, moi, je n'ai pas épargné, moi, ça m'a coûté plus cher. C'est-à-dire que c'est ça encore une fois le problème, c'est la stabilité sociétale. Le comportement de santé, évidemment, il évolue. Et c'est sûr que si on avait peut-être le juste prix, entre guillemets, avec des aides bien sûr, ben là peut-être qu'on dépenserait de façon plus efficiente, plus efficace. Et après, c'est un cercle vertueux. Si vous dépensez mieux, donc les dépenses qui sont mal utilisées vont pouvoir être mieux utilisées, notamment pour l'innovation. Bon, c'est le sujet d'après, on en parlera, mais ça c'est extrêmement important. Il y a un psychiatre allemand de l'entre-deux-guerres, Viktor Frankl, qui disait qu'en fait le bonheur, en règle générale, c'est de donner vraiment un sens à sa vie, c'est de trouver la valeur. Et il y a une déperdition de valeur par rapport à la santé. On disait tout à l'heure que les gens ne savent pas à quel point ils sont choyés et dans quelle mesure ils sont finalement portés par des valeurs de la société. Qu'est-ce qu'on peut faire pour recommuniquer ce sens qui est l'attribution de la santé à chacun? Alors déjà, je crois que la question du sens, c'est l'une des principales questions des sociétés développées. C'est-à-dire quelque chose que vous voyez aussi en matière de management. Hein. C'est-à-dire que, en fait, les collaborateurs, les salariés, aujourd'hui, ils demandent trois choses aux entreprises. Ils demandent en dehors des conditions matérielles, bien évidemment, mais au-delà des conditions matérielles, ils demandent du sens, ils demandent de l'autonomie et ils demandent des managers compétents. Or, dans les entreprises aujourd'hui, on ne donne pas beaucoup de sens, on ne laisse pas suffisamment d'autonomie et les managers ne sont pas bons, pardonnez-moi de m'auto-citer, mais je renvoie au petit livre que j'avais fait avec Juliette Funès il y a quelques années et qui avait fait son petit effet. 90% des salariés considèrent que leurs managers ne sont pas bons. Bon, alors évidemment, les salariés abusent, etc. Vous divisez par deux, ça fait quasiment la moitié des managers des salariés qui considèrent que leurs managers ne sont pas bons. Donc il y a quand même un sujet, et tu disais qu'il faut regarder la vérité, et j'adhère à ça. Voilà, il faut voir les problèmes tels qu'ils se posent. Mais je reviens sur la question du sens. La santé ne donne pas de sens. Ça n'a pas de sens d'être en bonne santé. Ça n'a absolument aucun sens. Et puis c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas forcément. On peut être en bonne santé, en mauvaise santé. Il peut nous arriver des pépins dans la vie, c'est pas ça. La santé, c'est comme l'éducation. C'est ce qu'un grand prix Nobel d'économie, mais qui est aussi un philosophe, qui s'appelle Amartya Sen, appelle une capacité. La santé, ça donne la capacité aux gens à construire leur vie. Une collectivité, une nation, elle doit fournir aux gens les moyens de s'éduquer et les moyens de se soigner quand ils sont malades, parce que c'est l'éducation et la santé qui leur donnent les moyens de construire leur vie. Et après, ils peuvent être heureux, malheureux, réussir leur vie, rater leur vie, mais ça, je dirais que ce sont des choix individuels. C'est aussi la raison pour laquelle, ces 2 dernières années, j'ai eu des débats parfois un peu virils avec certains philosophes que j'aime beaucoup par ailleurs, mais qui nous expliquent qu'on en a trop fait sur la santé, que la devise de la France, c'est pas santé, liberté, égalité, fraternité. Sauf que quand vous êtes mort, en fait, vous ne pouvez plus faire grand-chose pour la liberté, l'égalité et la fraternité. Donc c'est mieux d'être vivant quand vous voulez défendre des valeurs. Même sans aller jusqu'à la mort, quand vous avez un Covid sur le ventre en réanimation, c'est extrêmement difficile de donner du sens à sa vie, d'aider les autres, d'être solidaire, de donner du sens à la vie des autres. Ce qui me passionne, et c'est pour ça que je suis ravi d'être là avec vous et de discuter de ces sujets avec vous, ce qui me passionne avec la santé, c'est que c'est comme l'espace. Moi, il y a 2 sujets qui me passionnent, c'est la santé et l'espace, parce que ça réenchante l'innovation. Quand on trouve un vaccin, quand on fait des essais cliniques,
contre des cancers. Aujourd'hui, on soigne des cancers pour lesquels on n'avait pas de solution il y a 3 ans. Mélanome métastasé, les gens ils mouraient au bout de 2 ans, il y a 3 ou 4 ans. Aujourd'hui, on en guérit. Les gens, ça y est, c'est terminé, ils passent à autre chose. Donc ça, c'est concret, c'est du progrès concret. Moi, ce qui me passionne, c'est comment on peut montrer aux gens que le progrès existe. Quand Thomas Pesquet va dans la Station spatiale internationale, dans une capsule SpaceX qui est absolument magnifique, alors j'ai un immense regret, c'est que c'est SpaceX et pas Arianespace, mais ça nous renvoie, et là pour le coup, Marc et moi, on sera complètement d'accord, ça nous renvoie à toutes les insuffisances des politiques économiques européennes, françaises. Mais en revanche, en termes de réenchantement de l'innovation, c'est extraordinaire. Parce qu'aujourd'hui, voilà, Thomas Pesquet, toutes les filles sont amoureuses de lui, tous les enfants, ça c'est super chiant, hein, tous les enfants regardent. Mais il est loin. Heureusement, il est loin, qu'il y reste. Et donc ça réenchante l'innovation, comme la santé. Donc, vous voyez, il y a des secteurs comme ça. Vous voulez un exemple Bien d'innovation? sûr, mais de toute On façon, parle c'est- d'innovation. Ah, Eh ben, c'est je vous clair. demande d'accueillir, il est directeur des opérations Noviacare, monsieur Sébastien Blanchin. Bonjour Olivier, bonjour tout le monde. Alors, on parle d'innovation, on est au cœur du débat. Il y a une innovation intéressante qui s'appelle le dispositif Noviacare. Je voudrais que tu présentes Noviacare. Très bien. En quelques mots, on est effectivement sur une solution innovante, une solution brevetée qui, en résumé, sert à veiller sur la sécurité des personnes âgées à domicile et en même temps à rassurer l'entourage et la famille. Quand je parlais de réenchanter l'innovation, on est pile là-dedans, c'est-à-dire que c'est l'innovation qui fait sens. Voilà. L'année 2021 a été historique à bien des égards, mais c'est notamment la première fois que dans le monde, il y a plus de seniors que d'enfants. Là, ça répond quand même à un grand dilemme qui a justement aujourd'hui, qu'on évoque souvent, qui s'appelle la décroissance. C'est-à-dire, en fait, parce que moi, on me dit souvent, ben oui, attendez, votre croissance infinie, là, ça n'a pas de sens. Parce que tout à l'heure, on a parlé de croissance, de PIB, etc. Et donc, on me dit souvent, oui, bon, on vit dans un monde fini. Bon, la Terre est ronde, ça c'est clair. Bon, certains en doutent encore, mais ils sont quand même très peu. Mais globalement, donc, effectivement, si on réfléchit bien, la croissance infinie dans un monde fini, techniquement, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, bah, alors, faut faire de la décroissance. Donc, la décroissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est la baisse simplement du niveau de PIB, du niveau de richesse, tout simplement, qu'on a vécu d'ailleurs pendant cette crise, parce que le PIB français a baissé de 18% au plus dur de la crise, et on a vu ce que ça coûte alors. Bon, mais pour les pays effectivement en développement, on peut leur dire de faire de la décroissance. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on va leur dire, nous, on a eu le droit de croître pendant des siècles, maintenant vous nous rattrapez, vous n'avez plus le droit. Donc c'est pas tenable, on va avoir du mal à leur imposer la décroissance. Et même pour nous, s'il y a de la décroissance, s'il y a une baisse de l'activité, normalement, il y a du chômage, on détruit des emplois, donc il y a de la misère sociale, il y a des vrais dangers. Donc la décroissance, C'est la solution la plus individualiste, la décroissance. mais surtout, elle n'est pas viable. Oui. Elle n'est pas viable. Et donc c'est pourquoi, alors j'ai bien sûr une solution, sinon je n'aurais pas posé la question. Le seul moyen de faire de la croissance infinie ou durable dans un monde fini, c'est en optimisant l'existant au travers du progrès technologique. Donc là, c'est au-delà effectivement de l'importance pour Wellcop et pour les entreprises françaises au sens large, c'est un vrai enjeu de société mondiale. Mais tu vois, c'est intéressant la diapositive que nous présente Sébastien, parce que là, pour vous les économistes, regardez, en termes d'efficience, je te laisse commenter, Sébastien. Bien sûr. Juste par rapport au phénomène des économies de santé, donc il y a plusieurs choses. On sait, c'est posé que c'est le vieillissement de la population, il y a ces innovations qui viennent, il y a effectivement ces deux sujets posés par Wellcop qui sont, est-ce que c'est bénéfique pour le patient ou la famille dans le cas-là, et est-ce que c'est efficient pour le système de santé? Et donc, le sujet, c'est aussi d'amener comment on peut amener les économies de santé avec des systèmes innovants comme Noviacare. Et je pense qu'il y a deux exemples qu'on peut prendre. Le premier, c'est effectivement un phénomène que tout le monde connaît, on sait d'un point de vue humain que vieillir chez soi, ça coûte tout simplement moins cher pour la famille. Par contre, il y a une chose qu'on sait un petit peu moins, c'est que vieillir chez soi, ça coûte aussi moins cher pour les finances publiques. Et c'est ces deux chiffres qui sont intéressants à remarquer, mais c'est que, donc article du Monde paru au début de l'été, c'est de se dire le coût, la création d'une place en EHPAD est évalué à 30 000 € pour les finances publiques, là où la création d'une place à domicile, si on peut le dire comme ça, est évaluée à 13 000 €. Donc là, il y a un véritable déjà levier économique sur ce point-là. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, le gouvernement travaille depuis un certain temps sur le projet de loi grand âge. Et ce projet de loi grand âge vise notamment à faire du maintien à domicile la règle pour que l'entrée en EHPAD devienne l'exception, ce qui est le modèle inverse. Et je ne cherche absolument pas à opposer EHPAD ou domicile. On est sur deux choses différentes. Je pense qu'il y a un second axe
qu'il faut voir aussi en termes d'innovation, mais c'est plutôt sur la notion de prévention. Il y a un chiffre qui est alarmant, mais on dit que le coût des chutes à domicile pour les personnes âgées est évalué à 2 milliards d'euros pour les collectivités. Et ça s'explique super facilement, en quelque sorte. C'est tout simplement que on sait par exemple que dans 40% des personnes âgées qui chutent à domicile et qui sont hospitalisées suite à une chute à domicile, dans 40% des cas, elles ne peuvent plus retourner vivre à domicile. Donc c'est tout ce qui est prise en charge qui va en découler. On va dire que, en quelque sorte, la chute à domicile, derrière, entraîne un véritable effet papillon. Et derrière, il y a un deuxième chiffre qui, économiquement, ok, mais humainement aussi, est dramatique. C'est qu'on sait qu'une personne qui chute à domicile, qui va rester immobilisée 1 heure au sol, c'est 50% de risque de décès dans les 12 mois qui suivent. Donc il y a des enjeux qui sont économiques, bien sûr, mais humains, qui sont très forts. Et pourquoi j'appuie sur cet axe-là? Parce que une solution comme Noviacare, sans vouloir pousser la solution Noviacare, mais quand on parle d'innovation et quand on parle d'être capable d'agir en prévention de la chute, aujourd'hui, c'est pas le métier n'est pas de détecter la chute. Merci. Je voudrais faire 2 remarques. Première remarque, mais c'est un petit peu en filigrane dans ce que vous avez dit, la notion de dépendance, d'une part, elle est subjective, d'autre part, elle va évoluer avec le temps. C'est-à-dire qu'il faut un peu distinguer quand même la question de la dépendance de celle du vieillissement de la population. Le vieillissement de la population, en effet, est quelque chose qui existe et qu'on sait prévoir, pour le coup. La dépendance, beaucoup moins, parce qu'on va faire des progrès importants en matière de prévention. Prévention secondaire, c'est-à-dire en effet détecter des chutes. Prévention primaire aussi, hein, on apprend des choses absolument passionnantes, notamment grâce à l'imagerie médicale. On sait par exemple que l'exercice physique et l'exercice intellectuel, les deux couplés, permettent vraiment de ralentir le processus de vieillissement. Évidemment, les gens ils veulent rester à domicile plutôt qu'aller en EHPAD, mais à domicile, ils ont besoin de gens qui viennent les voir. Et aujourd'hui, les aides à domicile, on en manque énormément et on va en manquer de plus en plus. Et ça, c'est un sujet sur lequel on doit travailler collectivement parce que la technologie, elle est toujours complémentaire de l'humain. Il n'y a pas de substitution de la technologie à l'humain. Ça n'existe pas. C'est ce que les économistes appellent des facteurs de production complémentaires. Là, on a un vrai sujet très intéressant d'ailleurs, mais de formation professionnelle, d'attractivité de ces filières pour faire en sorte que ce que vous commercialisez, ça puisse marcher durablement. Avant qu'on se quitte, je voudrais vous poser une question à tous les deux, Marc et Nicolas. La France, est-ce qu'elle a perdu de la compétitivité en termes d'innovation santé sur l'échelle mondiale aujourd'hui? Comment on se situe? On parle d'innovation. Qui commence à répondre? Mal pour Marc et bien pour Nicolas. Non, t'es manichéen là, t'exagères Ariel. Non, moi je pense que d'un point de vue de la santé, comme on l'a vu aujourd'hui, grâce aux entreprises, bon, elle est toujours très compétitive, bien entendu, on l'a vu, extrêmement compétitive. Le vrai enjeu, par contre, c'est justement en termes d'innovation. Moi, c'est ça qui me gêne aujourd'hui. Nicolas. Alors, sur l'industrie de santé, oui, on a perdu énormément de compétitivité. C'est-à-dire, tous les indicateurs le montrent, qu'on regarde le nombre d'innovations qui sont délivrées par la France, qu'on regarde la part de marché des industries de santé tout simplement en France. Industrie de santé, je mets à la fois le médicament, mais pas seulement, tout ce qui est industrie, ce qu'on appelle les dispositifs médicaux, qui en termes d'emploi, pèse quasiment autant en fait que les médicaments. Donc oui, on a perdu énormément de parts de marché, c'est un énorme problème. C'est quelque chose qu'on essaie de régler dans le cadre de ce qu'on appelle maintenant le CSIS, le Conseil stratégique des industries de santé. Il y en a eu un là, cette année, qui a été clos d'ailleurs par le président de la République, avec des décisions qui, à mon avis, sont les bonnes, mais souvent en France, le problème, c'est moins les décisions que la façon dont on les exécute en réalité. Et grosso modo, de mon point de vue, ce qu'il faut faire pour remonter en matière de compétitivité des industries de santé, c'est 2 choses. La première chose, c'est qu'il faut absolument améliorer notre effort en recherche et développement, mais surtout les coopérations entre le public et le privé. Ça fonctionne, mais vraiment pas bien en France. Les vaccins à ARN messager, c'est des collaborations publiques-privées et grandes entreprises start-up. C'est les deux à la fois. Pfizer, BioNTech. Grosso modo, je schématise un peu, il y en a une qui trouve et il y en a une qui industrialise, quoi. Je schématise un peu, mais c'est quand même ça l'esprit. En France, on a moins cette culture de coopération des grandes entreprises et des startups. Souvent, les grandes entreprises ne coopèrent pas avec les startups, elles les rachètent et elles tuent l'innovation par leur bureaucratie. Quant aux coopérations publiques-privées, elles ne fonctionnent pas bien non plus parce que le
public pense que le privé c'est pas bien et le privé pense que le public faut rien. Donc il faut vraiment qu'on règle ça, je dirais, en amont. Et en aval, on a le problème de l'accès au marché. Alors l'accès au marché, c'est pas l'innovation. Le grand paradoxe de la France, c'est que, je parlais de l'oncologie tout à l'heure, si un patient a besoin d'une thérapie très nouvelle, il va sans doute pouvoir en bénéficier en France. Donc ça, c'est extraordinaire. En revanche, le laps de temps pour que cette thérapie extrêmement nouvelle passe dans le droit commun en France, là, ça va être beaucoup plus long qu'ailleurs. Donc on a quand même des réglages à faire. Après, on a des points forts qui sont vraiment très, très importants. On a beaucoup de grandes entreprises de santé qui sont implantées en France. On a un terreau en termes de start-up qui est très intéressant. On a des compétences extraordinaires dans des technologies qui sont de plus en plus utilisées en santé, hein, mathématiques, intelligence artificielle, etc., sur le plateau de Saclay, etc. Donc, vous voyez, on a vraiment des atouts. On a un marché parce que on a une prise en charge, on le disait, qui est tout à fait remarquable en France. Donc, on en revient toujours à la même chose. En fait, on a des atouts, mais des difficultés à les faire prospérer. On a vraiment les moyens de faire des choses absolument magnifiques en France dans le domaine de la santé. Et en plus, ça peut embarquer les gens, parce que ça peut les passionner, ça peut les intéresser. Donc, vous voyez, je trouve qu'il y a quelque chose à raconter. C'est ce qu'on essaie un petit peu de faire, d'ailleurs, tous ensemble. Mais il y a quelque chose à raconter qui est vraiment très sympa. On va se quitter sur ce vent d'optimisme. Je voudrais vous remercier Avec plaisir. 1000 fois. Bravo à vous. Nicolas, de nous avoir rejoints au défi de la santé. Avec plaisir. Merci à Sébastien, à Tristan. Bravo, merci. Merci. Tous les intervenants ont été extrêmement passionnants. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que finalement l'économie de santé est le moteur de l'économie générale du pays. Donc c'est ça qui donne l'intérêt de nos métiers dans la santé, puisqu'on sent qu'il y a un objectif commun pour que la France soit une nation dynamique. Je vais reprendre une phrase, c'est optimiste mais réaliste. C'est ce qu'on doit être effectivement à la fois dans notre vie personnelle mais surtout dans notre secteur professionnel. C'est de continuer à innover, de continuer à investir dans le recherche et développement pour nos pharmaciens. WellCop agit sur différents intervenants aujourd'hui de l'économie de santé, que ce soit les pharmaciens, les hôpitaux, les EHPAD, etc. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense que WellCop a développé un savoir-faire, des outils, une expertise qui permet justement d'être complètement centré sur le patient. Et aujourd'hui, je considère que WellCop et Groupement, et Giropharm en particulier, c'est le même combat. Ce combat qui est comment on arrive à apporter tout au long de la vie du patient un vrai service avec des outils adéquats, professionnels et qui permettent d'accompagner le patient dans tout au long de sa vie. C'est extraordinaire le développement de cette coopérative ces dernières décennies. Vous voyez, ce qu'on a vu ce matin, c'est qu'au fond, c'est un écosystème. Dans lequel on va retrouver des innovations, des gens qui s'intéressent à l'industrie, aux services. Ce n'est pas que la pharmacie aujourd'hui, vous voyez, la santé, en fait, il faut la désiloter. Et c'est ce qu'on essaie de faire, notamment avec des journées comme ça. Et c'est ce à quoi concourent les institutions comme WellCop. Je suis Quentin Poissonnier, je suis chef de projet web marketing et e-commerce pour Laboratoire Marque Verte depuis 3 ans maintenant. Donc ça fait plus de 15 ans maintenant que je suis passionné de voitures anciennes. Donc c'est des véhicules que j'achète, donc avec des réparations effectuées, petites ou grandes, et puis que je restaure, donc que je répare ensuite. Moi, mon époque préférée pour ces voitures anciennes, c'est vraiment les années 70-80, donc c'est sur cette décennie-là que j'essaie de choisir mes modèles. Alors aujourd'hui, je travaille sur 3 voitures donc en même temps. J'ai d'abord une Austin Mini, donc de 84, donc les petites Mini. J'ai une Porsche 914 de 72 et enfin pour finir une Lancia Fulvia de 72 également. Un chef de projet digital ou web marketing dans une entreprise, donc il est chargé de définir et de mettre en place la stratégie digitale de l'entreprise.
Donc ça va être déjà dans un premier temps de s'assurer que le site e-commerce fonctionne bien, qu'il est ergonomique, qu'il est agréable à utiliser, l'alimenter aussi avec les nouveautés, les offres aux consommateurs par exemple, et ensuite faire en sorte qu'il soit visible. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que tous les collaborateurs du groupe peuvent bénéficier de la remise de 25% sur l'entièreté de notre site internet Laboratoire Marque Verte. Donc pour cela, il suffit juste de se connecter avec son adresse email professionnelle. Ce qui me plaît le plus dans mon métier, donc déjà il y a deux choses. Donc c'est vraiment la diversité. Donc vraiment le fait de toucher à tout, d'avoir un aspect technique et d'avoir un aspect aussi stratégique. Donc voilà, c'est vraiment la multitude de missions, de fonctions et puis d'outils qu'on peut utiliser au quotidien. Le deuxième point, ça va être la relation client. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui tout est un petit peu dématérialisé et on perd un petit peu de vue cette relation client directe. Et aujourd'hui, nous, chez Laboratoire Marque Verte, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, c'est de remettre le lien entre le consommateur et nous. Donc pour la petite anecdote, on a plusieurs petites mamies qui nous appellent donc de manière très régulière. Accessoirement, c'est pour vérifier que leur commande est bien enregistrée, mais on sent que derrière, c'est aussi pour créer du lien, puisqu'elles nous parlent de leurs petits-enfants, du temps qu'il fait chez elles. Et donc ça, c'est un aspect de la relation client qu'on apprécie particulièrement.